Mon nom est Kadjanine, je suis burundaise, membre du mouvement Sindumuja burundais qui est né de la contestation contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Et j'ai le grand honneur de faire partie du comité de Afriki. Alors ce qui se passe ici, c'est notre deuxième édition de l'UPEC, ça a été très compliqué, mais on a tenu à l'organiser même en hybride, parce que surtout en cette période très difficile où on a tellement de challenges, de défis qui nous appellent, et plus encore le Covid qui vient s'ajouter à ça, mais on nous tenait absolument, justement dans ce contexte de grandes difficultés, à se rassembler à nouveau pour réfléchir ensemble. Et Dieu merci, la technologie nous le permet. Donc nous pouvons faire ça en hybride. Tous les mouvements sont en ligne et certains sont ici. Alors pour parler de ce qui se passe ici aujourd'hui, là tout de suite, tout particulièrement, nous sortons du panel sur les défis de l'exil. C'était extrêmement émouvant. Les témoignages étaient très émouvants, très explicites, très clairs sur la répression, sur la persécution, sur l'envie de décourager les mouvements. Nous avions un membre du mouvement Filimbi qui lui est en exil en Belgique depuis un bon moment. Nous avions un membre d'un mouvement, j'ai oublié le nom, de Gambie, qui lui nous a raconté son exil qui s'est soldé même par un divorce, ce qui est extrêmement bouleversant. Nous avions, qui d'autre? Le troisième, c'était de nouveau la Guinée, mais bon. Et donc c'est très riche, c'est très fort, et surtout ça renforce cette idée. C'est-à-dire, à force de persécuter les militants, ils les rendent encore plus forts. Parce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et surtout, la cause est juste. Parce qu'ils ne se sont pas levés pour demander d'avoir une plus grosse maison ou un gros 4x4. Ils veulent les droits fondamentaux pour les peuples. C'est pour ça que je dis, il y a l'Union africaine, ça c'est les États, et puis il y a Afriki, ça c'est l'Union des peuples. Parce que ce qu'on revendique ici, parce que moi je suis la doyenne, ce que cette jeunesse, ce que cette Afrique de demain revendique est tellement juste. Et ce que je ne comprends pas, c'est que par exemple vous avez Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, il les clash, ces présidents. Et il les a clashés récemment sur leur âge, en disant mais où voulez-vous des présidents de cet âge-là? Où voulez-vous qu'ils nous amènent d'autres que vers la tombe? Comme Mo Ibrahim dit ça, personne ne dit rien. Quand il y a un militant qui dit ça, il part en prison. En prison sur attaque contre le chef de l'État, je ne sais pas moi, atteinte à la sécurité de l'État, à la sûreté de l'État, mais des choses qui n'ont aucun sens. Comment voulez-vous qu'un jeune des quartiers... Faut-il que cet État soit vulnérable et faible pour se sentir menacé par des jeunes non armés, alors qu'eux, ils leur envoient leurs militaires au Burundi? Moi, je suis rentrée dans le mouvement Sindumuja. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à tirer à balles réelles sur les manifestants. Je ne pouvais pas me taire. Donc ça a commencé comme ça. J'étais plaidée, j'étais au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud pour essayer de dire, écoutez, ok, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas tirer sur les gens. La police n'est pas là pour soutenir des gouvernements, soutenir des hommes de pouvoir. Elle est là pour protéger la population, c'est sa mission première. Ainsi que l'armée, ainsi que la gendarmerie, ainsi que les services de renseignement. Et donc, cette persécution, contrairement... Moi, je me suis dit, à mon âge, je me dis, mais si j'étais président, si j'étais décideur, mais tous ces mouvements-là, mais ce seraient eux mes experts. Au lieu d'amener des experts d'Europe ou des Amériques pour venir nous expliquer comment on doit vivre, sans même qu'ils connaissent la manière dont nous vivons. Il y a toute une jeunesse qui est sur le terrain, qui sensibilise sur les élections. Qu'est-ce qu'une élection? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que le Parlement? Qu'est-ce que le CNI? Pour essayer d'expliquer aux gens qui vont vouloir mettre le boutin dans l'une ce que c'est. Parce que cette démocratie, on ne l'explique pas. C'est un espèce de copier-coller qui nous arrive de loin. Et les gens, finalement, ils votent quoi? Parce que comment on choisit son candidat? Sur un programme. Mais quand on n'a pas compris le programme, on vote pour qui? Quelqu'un de ma région, celui qui m'a laissé de l'argent, celui qui m'a donné le t-shirt, celui qui m'a donné la casquette. Et on se retrouve, c'est pipé d'avance en réalité. Sans compter le fait qu'en bout de course, on va quand même tricher sur les résultats. Mais même à la base, c'est pipé. Et là, le problème, de nouveau, la responsabilité, je la donne à ceux qui sont en charge de l'école, de l'éducation. Pas l'éducation, de l'instruction, parce que l'éducation, on l'a. Qui sont en charge de l'instruction. Nos enfants ne sont pas instruits. Les professeurs sont en grève pendant des mois. Donc nos enfants ne vont pas à l'école. Et pourquoi ils sont en grève?
parce qu'ils ne sont pas payés. Vous voyez, c'est une espèce de système que cette jeunesse, à qui l'avenir appartient. Parce que c'est mathématique. Ceux qui sont en place aujourd'hui, ils ne seront pas là demain. Mais cette jeunesse sera toujours là. Et c'est une jeunesse instruite, informée, intelligente et qui a un amour démesuré pour cette Afrique, pour ce peuple africain. Et il est tellement démesuré qu'ils ont décidé de sacrifier leur vie et quelquefois même de sacrifier leur relation avec leur famille parce que leurs familles ont peur pour eux et puis ils sont aussi fatigués d'être persécutés. C'est une posture. C'est une posture. C'est une réponse désespérée d'un État pauvre qui opprime son peuple. Vous savez, au Burundi, depuis le 2015, depuis le troisième mandat de Nkurunziza, il y a encore des milliers de personnes en prison, sans procès. On vient de condamner un militant des droits de l'homme, mais qui n'a fait que ça dans sa vie. On vient de le condamner à 32 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité de l'État, mais on marche sur la tête. Donc, prendre cette posture, non aux Nations Unies, non. Comment est-ce qu'un pays minuscule comme le Burundi peut prendre cette posture? C'est-à-dire que quand on refuse de donner la voix de son peuple, parce qu'il représente le peuple, de vouloir témoigner dans la société des nations, c'est priver son peuple de cette voix. Donc c'est encore une faute. C'est faute plus faute plus faute. C'est juste, pour moi, c'est juste ridicule. Au Burundi. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Je peux vous dire que depuis 2015, toutes les radios libres ont été brûlées, les télévisions indépendantes brûlées, les journalistes exilés, plus de 200 000 personnes en exil dans les pays voisins, qui ne veulent même pas rentrer. On veut qu'ils rentrent, ils ne veulent pas tellement ils ont peur, ils n'ont pas confiance. Le peuple burundais est... Qu'est-ce que vous voulez faire contre un gun quand vous n'êtes pas juste un membre de la société civile, citoyenne, comme vous voyez ces jeunes gens ici, qui sont tous, absolument tous, passés par la case prison. Mais le côté positif des choses, c'est que les mouvements progressent, prennent de l'ampleur, deviennent des petits cailloux dans la chaussure des dirigeants, deviennent des sentinelles. Il y a des mouvements qui arrivent, par exemple. Quand il y en a marre, ils sont en train de l'atteindre. Le Burkina Faso, ils ont fait tomber un dictateur. Voilà, ça progresse doucement. De toute façon, il faut savoir, aucun droit n'a été octroyé. Ils ont tous été gagnés. Ils ont tous été arrachés. Et avant nous, Lumumba est mort. Avant nous, Sankara est mort. Avant nous, Mandela est resté 27 ans en prison. Récemment, au Congo, en 2015, on a assassiné Lukula. Ici, en 2020, on a assassiné un gamin de 22 ans à Beni. C'est pas fini, la lutte, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je suis là. Pas parce que je suis une militante de la rue, parce que je veux accompagner, je veux comprendre, je veux être là, je veux réconforter aussi s'il faut. Je veux être là, je veux accompagner parce que c'est ça l'Afrique de demain. Ils sont armés pour la... Et alors là où ils sont plus forts que nos dirigeants qui se retrouvent de temps en temps à l'Union africaine, qui est financée par l'Union européenne quand même. Donc regardez-moi cet organisme, quelle liberté peut-il avoir quand il s'agit de négocier le cuivre, l'or, les diamants, je ne sais, toutes ces richesses d'Afrique. Comment voulez-vous dire non, moi je ne veux pas vous donner mon or à quelqu'un qui vous nourrit? C'est eux qui financent. Est-ce que les États africains ne sont pas assez riches pour se financer eux-mêmes? Comment est-ce possible? Comment manquer autant d'honneur, de dignité? Il n'y a pas assez d'argent en Afrique pour financer un organisme tel que l'Union africaine. Donc déjà là, de nouveau, les dés sont pipés. Vous voyez? Donc tout ça est lié. Eh bien, c'est là où les mouvements sont forts, grâce à cette plateforme africaine. C'est que le jour où leur temps viendra, parce qu'il viendra, comme dit moi Ibrahim, les autres ils vont vers la tombe, eux ils vont vers le futur, ils vont vers le soleil, les autres vont vers la nuit. Eh bien le jour où ils se connaîtront tous du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest, des hommes, des femmes, de toutes les religions ici. Afrique, c'est toutes les religions, c'est toutes les communautés, c'est tous les genres. Donc le jour où viendra, non seulement ils auront le temps de se préparer, mais en plus ils se connaîtront, c'est un réseau. Donc cette Afrique dont tout le monde a rêvé, cette panafrique dont tout le monde a rêvé, qui a été chaque fois anéantie parce qu'il y a des intérêts supérieurs et forts qui financent l'Union africaine par exemple, qui sont là pour dire non, attendez, si c'est l'Afrique, vous imaginez si on exploitait, le monde est riche de nous.
Le monde entier est riche de nous. Un petit pays comme la Belgique est plus riche que nous. Mais il est riche de nous. Mais imaginez le jour où on exploitera nous-mêmes nos propres richesses, dont le monde entier a besoin pour se développer. Eh bien, ce jour-là, l'Afrique sera le premier continent du monde. Et moi, j'y crois. Et je sais que ça va arriver. C'est l'énergie du désespoir. Ils sont au bout de la ligne. Ils sont au bout de la course. Ils le savent. Ils n'ont pas de parole. Je ne vais pas me présenter, mais je me présente. Je ne me présenterai pas, mais je me présente quand même. Mais comment est-ce que leur parti accepte ça, déjà? Comment est-ce que leur parti peut accepter que ça veut dire quoi? Qu'autour de ces présidents, il n'y a que des incompétents qui sont incapables de conduire le pays? Moi, je trouve que c'est... Comment dire ça? Quel mépris pour les membres de leur propre parti. Mais c'est la danse du cygne, c'est la fin. C'est la fin, on ne peut pas. Vous savez, même quand on a bien travaillé, comme on dit, oui, mais ils ont bien travaillé, oui, mais il a bien travaillé. Le mandat, c'est le mandat. C'est comme ça. On fait 2 mandats et on part. Peut-être dans certains pays, on a le droit de revenir. Alors, je reviens dans 4 ans, 5 ans, selon la durée des mandats. Mais c'est la règle. Et quand on commence à ne plus avoir de règles, ça veut dire qu'on travaille que pour soi-même, c'est-à-dire pour rester au pouvoir. On ne travaille plus pour son peuple. Parce que ça voudrait dire que c'est seulement cet homme-là qui est capable de mener le pays. Ça veut dire aussi qu'il n'a pas, durant tous ces 2 mandats, il n'a pas pensé à la suite, à l'après lui. Donc il n'a pensé qu'à lui. C'est peut-être même encore pire. C'est peut-être même encore pire. Mais oui, mais c'est tout ça une question de temps. Vous savez, l'esclavage, les droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King a été assassiné. Ça passe, c'est un long chemin. Comme disait Fred Bauma de la Lucha RDC, c'est un long chemin, c'est un long voyage qui commence. À part que les voyageurs sont jeunes et vigoureux, donc ils sont armés pour faire ils ont la santé et la vigueur pour faire ce voyage. C'est un long voyage. Moi, je trouve, par exemple, Afrique, cette plateforme qui est toute bébé, ce qu'elle a déjà accompli en termes de rassemblement des mouvements, en termes de protection, d'accompagnement des activistes en danger, avec des moyens très limités, parce que vous savez très bien que financer ce genre de réunion, il y a très peu de gens qui veulent se mouiller. Et pour ça, je remercie l'UNESCO. L'UNESCO qui est notre partenaire cette année, d'être venu nous accompagner et nous soutenir et d'une certaine façon nous protéger et nous aussi d'une certaine façon vis-à-vis des autres organes nous donner du crédit, montrer qu'on n'est pas, ce ne sont pas des gamins qui sont dans la rue la main levée, ils ont déjà dépassé ça, ils l'ont fait, c'est comme ça qu'ils sont nés. Ils sont nés spontanément pour avoir de l'eau, de l'électricité, une école et un centre de santé, ça partait de là. Et aujourd'hui, ce sont des garçons instruits. Ils sont tous des universitaires, ils ont des gros diplômes, ils connaissent le monde, ils voyagent. Et donc, il y a Afrique et bébé. Et je trouve ça extraordinaire, ce qu'on a déjà accompli ici depuis 2 ans. C'est juste incroyable. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique. Parce qu'ils y croient. Parce qu'ils y croient. Et ils y croient parce que c'est eux qui l'ont inventé. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, il va falloir se remettre tout le temps en question parce que plus on grandit, plus il faut réfléchir autrement. Là, par exemple, l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de mouvements de femmes. Cette année, la famille a grandi et elle s'est agrandie avec des mouvements de femmes du Soudan, de Tunisie, d'Éthiopie, etc. Et ça, c'est formidable parce que ça nous permettra au prochain UPEC. Parce qu'il y a eu un débat sur les femmes que j'ai apprécié parce qu'elles ont punché, et j'aime ça. Mais elles ont punché pourquoi? Parce que quand elles ont un micro, elles parlent, parce qu'elles n'en ont pas souvent. Vous voyez, mais maintenant qu'elles sont là, eh ben, il va y avoir un comité de mouvement de femmes d'Afrique qui pourra organiser une demi-journée ou une journée dans le prochain UPEC, mais organisée par les femmes, pour le monde, pas pour les femmes. Les femmes, elles savent. Donc pour qu'elles parlent pour qu'elles décident de thèmes qu'elles veulent aborder et de comment elles veulent les aborder. Et ça, c'est aussi africain.
c'est aussi Afrique. Parce que c'est pas facile. Quand on dit oui, il y a beaucoup d'hommes dans la salle, c'est vrai. Mais les mouvements sont nés comment? Il y a 3 copains, puis 4, puis 5, puis 6. Et aussi, une femme, elle ne va pas se balader la nuit. Elle prend un risque de se faire violer. Une femme, elle ne va pas se balader la nuit parce que sa famille va la renier. Une femme, elle ne va pas se balader tout le temps avoir de disponibilité parce qu'elle est mère. Donc les femmes cumulent beaucoup de fonctions, beaucoup de choses qui ne leur permettent pas de rentrer facilement dans un mouvement et rentrer à 4 heures du matin ou passer des nuits entières à bavarder ou vite prendre un avion pour aller rejoindre les autres là-bas. Donc tout ça, c'est pas simple, mais les femmes, elles ont une tête tellement incroyable qu'ils peuvent faire plusieurs tâches en même temps. Mais elles sont là. On a la chance, on a l'honneur d'avoir ces mouvements de féministes, ces mouvements de femmes qui sont rentrés dans l'Afrique et qui, là, à la prochaine Afrique, seront là vraiment pour donner, non pas la parole, nous témoigner, nous instruire et réimaginer comment le futur des femmes, en fait. Mais elles aussi, personne ne leur donnera rien. Personne ne va nous donner ça. Tous les droits sont arrachés. Tous les droits sont arrachés et nous, les femmes, nous en sommes là, petit à petit. Mais je constate quand même qu'il y a des avancées. D'abord, nous sommes 2 femmes, face à face. Et deuxièmement, quand vous regardez les grandes instances aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes à la tête des instances, des grosses sociétés, à la place des banques, des grands organismes. Mais vraiment, elles ne sont pas là pour faire le chiffre. Elles sont là quand elles sont à la tête. C'est pas pour faire le chiffre. Quand elles sont ministres, c'est pour la photo. Mais quand elles sont patronnes de l'Union européenne ou patronnes de la Banque européenne ou qu'elles sont patronnes comment ça s'appelle, de la francophonie et des présidentes et j'en passe, c'est pas pour faire le chiffre. C'est parce qu'elles sont là par les compétences. Eh bien, je vais vous dire, ça va vous surprendre. Ça vient de Angela Davis. J'étais petite et j'avais un cousin qui rentrait des États-Unis et qui ne parlait que des droits civiques. C'est là où j'ai appris à lever mon poing. Partout on me voit au Festival de Cannes, membre du jury, j'ai le poing levé. C'est un réflexe. J'ai accompagné aussi des femmes. Quand j'étais membre du Festival de Cannes, j'ai accompagné les femmes noires, des actrices noires qui avaient écrit un livre manifeste. Je disais, noir n'est pas mon métier. Parce que elles sont cantonnées. De nouveau, on revient au Black Lives Matter, on revient aux brutalités policières, c'est toujours les Noirs qui sont persécutés. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la brutalité policière en Afrique est faite par nos gouvernements qui sont aussi noirs que nous. Ça, c'est encore une autre chose. Mais elles étaient là, je les ai accompagnées, je les ai accueillies au-dessus des marches de Cannes parce que je considérais qu'elles avaient raison. On leur donne, quand tu es noire, tu peux être femme de ménage. Tu peux être infirmière, mais quand tu te présentes à un casting pour être avocate ou, je sais pas, patronne d'une banque, ah non, pas toi. Les Noirs, non. Eh ben, cet imaginaire-là qui va finir, cette image qu'on a de nous qui va finir qui a fini par entrer dans les têtes des Noirs en général, il faut la gommer. Il faut la gommer. On n'est pas plus idiots que les autres, on a des choses à dire et puis on a surtout notre continent. On n'a pas besoin de s'exiler. Quand on voit ces gamins qui traversent, on n'a pas besoin de s'exiler. Mais seulement, il n'y a pas le cadre. Quel est ce désespoir derrière eux qui les pousse à avoir autant d'espoir qui leur fait traverser en pirogue, qui leur fait traverser un océan en pirogue? C'est qu'il n'y a rien de prévu pour eux. C'est-à-dire qu'ils vous disent « je suis déjà mort de toute façon ». C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à perdre. Ça veut dire qu'il n'y a rien de prévu pour eux. Mais il faut aussi, parce que j'étais ambassadrice comment ça s'appelle, de l'Observatoire sur les migrations pour l'Organisation internationale des migrations. La migration la plus importante est une migration horizontale. On n'en parle pas. On parle toujours de ceux qui meurent, qui vont vers le nord, vertical, mais il y a beaucoup plus de réfugiés ou de déplacés ou de migrations entre les pays d'Afrique et malheureusement pas toujours bien accueillis. Ce qui se passe en Afrique du Sud, où on persécute des étrangers, alors que c'est un pays qui a vécu l'apartheid. On se dirait, mais tiens, mais non, les Congolais, tous les Noirs qui sont là-bas sont vraiment mais massacrés, persécutés, mais sérieux, violentés, c'est de la vraie violence. Donc tout ça, mais pourquoi? Parce que les Noirs d'Afrique du Sud ont espéré quelque chose qui n'est toujours pas venu. Vous voyez, c'est toujours le noir. Donc cette image de nous les Noirs, il faut la sublimer, quoi. Moi, je suis fière d'être noire et je monte les marches de Cannes. On peut pas se tromper. Même si on ne sait pas qui je suis,
on se dit, ah, c'est une Africaine qui monte les marches, parce que je monte avec mon continent. Et c'est ça à quoi on s'attelle chacun dans son petit coin, cette fierté d'être noir et cette fierté d'être africain. La question me surprend toujours. Descendez, regardez, il y a combien de femmes ici? Quand vous descendez dans n'importe quel pays d'Afrique, toutes les femmes ont un foulard. Moi, je ne sais pas ce que le mien a de particulier. Mais en tout cas, au moins, il fait parler. Au moins, il fait parler et c'est un foulard comme toutes les femmes d'Afrique portent. Et chaque femme a son modèle de foulard. Celui-ci, c'est le mien. Merci beaucoup, Khadija. Kadja. Merci. Au Sénégal, c'est Khadija, mais je me suis mis fait.